Et d'abord, il vient de nous rejoindre, 15h44, Aymeric Didé, directeur de la gestion de Pergame. Bonjour Aymeric. Bonjour. Vous allez rendre votre verdict et le prononcer dans un instant face au marché. Ce moment qu'on va vivre, ce verdict que vous allez rendre, est-ce que vous l'assumez ? Oui, j'estime et je l'assume que lorsque la géopolitique fait pas mal de bruit, rien ne vaut le retour à l'économie réelle et donc s'intéresser au small cap. Ah oui. Ah oui, quand le vent souffle fort, on se recroqueville sur les small caps, c'est l'idée. C'est plus réel, c'est plus tangible. Donc finalement, retrouver quelque chose d'un peu plus fondamental, ça se défend parfaitement dans ces moments-là. Et on a connu des périodes un tout petit peu plus chahutées ces dernières semaines et qui justifient pleinement de s'intéresser à pas mal de petits dossiers qui vont bénéficier finalement de la réalité économique et un peu moins du bruit géopolitique ambiant et donc s'intéresser à des vraies histoires d'entreprise. Et ça revient en fait quelque part à dire revenons aux fondamentaux, revenons à ce qui est intéressant dans l'investissement financier et boursier, c'est-à-dire d'investir dans des valeurs et de voir si elles vont avoir des croissances de résultats, des croissances de chiffre d'affaires, si ce qu'elles ont développé est rentable, de plus en plus rentable, et donc s'il y aura du retour à l'actionnaire. Donc c'est ça qui est intéressant. En plus, quand on s'intéresse finalement aux petites valeurs, on bénéficie un tout petit peu plus de ce qui est décidé au niveau des grandes banques centrales qui se diffusent dans l'économie réelle. Et donc, on peut s'intéresser, par exemple, au grand plan de relance allemand en se disant il va impacter pleinement l'économie et donc se déverser dans l'économie réelle. Et c'est là où ça peut avoir beaucoup d'intérêt de revenir dans les petites et moyennes capitalisations. C'est vrai, mais à travers l'exemple que vous donnez, c'est aussi là qu'on voit malgré tout le lien avec la grande géopolitique, parce que le plan de défense allemand, il ne tombe pas du ciel en quelque sorte, c'est lié. Il est décidé par la géopolitique à influer le grand plan. Par contre, la transmission dans l'économie réelle va vraiment impacter tout ce secteur de la cote et qui en plus a beaucoup sous-performé toutes ces dernières années. Donc aujourd'hui, c'est là où quelque part il y a le plus de potentiel et on le voit déjà depuis le début de l'année. Exactement. Les indices le montrent. L'histoire vous donne raison effectivement parce que depuis le 1er janvier, là, le CAC Small gagne 1%, alors que le CAC 40 lui est stable. Stable, et puis en Allemagne aussi, je crois qu'on est à plus 4,5, plus 5, aux États-Unis on est à plus 7, donc au final, les petites valeurs, ça y est, peut-être rebondissent un tout petit peu plus en janvier, tant mieux, on sent qu'il y a une petite dynamique actuellement sur, en tout cas une tendance qui part dans le bon sens. D'autant que certains investisseurs en ETF se disent, sur les indices, là on intègre déjà pas mal de bonnes nouvelles, donc autant aller chercher valeur par valeur désormais pour essayer de trouver de la surperformance. C'est toujours ça, c'est qu'à un moment donné, quand on commence à revenir sur les valorisations moyennes historiques, on va aller chercher celles qui sont un tout petit peu en dessous des valeurs historiques et les petites et moyennes capitalisations, les small et mid cap, on est pleinement dans la stratégie et dans cette histoire-là. Donc pour le moment, c'est plutôt là-dessus qu'il faut aller plutôt que sur les très grandes. C'est intéressant, avant les résultats. C'est intéressant, c'est une vraie recommandation. Vous dites ce qu'il faut faire là. Vous dites ce qu'il faut faire. Est-ce que vous faites ce que vous dites ? Est-ce que vous y investissez de plus en plus ? À travers quel titre, quelle valeur, quels exemples de small cap vous enthousiasment, dans lesquels vous estimez que le potentiel est encore important, voire plus important que dans plein de domaines pour la suite ? Alors, typiquement, on a fait beaucoup. Il y a eu les résultats ce matin, c'était ID Logistique. On a fait Thermador, on a fait Exosens, typiquement dans la défense, donc qui participe justement au secteur de la défense. Donc, il y a beaucoup de small et mid cap qui sont investissables en France et en Europe. Et quand on connaît pas forcément le marché parce qu'on est un peu plus loin, par exemple pour l'Allemagne, on a fait un tracker, un ETF sur les petites et moyennes valeurs allemandes. Donc il y en a qui permettent. Il y a des ETF sur les small cap, d'accord. Donc ça c'est vraiment une solution qui permet, quand on ne connaît pas typiquement une zone géographique assez bien, d'aller s'exposer sur une thématique dans laquelle on croit. Ou autrement, on a beaucoup de gérants quand même en France de small et mid cap qui viennent sur ces plateaux et qui sont extrêmement bons. Donc pour le coup, il y a de quoi faire. On est bien armé. Vous en avez cité deux, la Thermador et ID Logistics. Pourquoi vous avez choisi ces deux-là ? Pourquoi ces deux-là en particulier ? Est-ce qu'on peut raconter justement leur histoire, quitte à mettre en avant justement cette valeur ajoutée des petites valeurs, leur histoire qui, indépendamment des grands vents porteurs ou pas porteurs, construit leur performance boursière ? Thermador, beaucoup de potentiel de croissance avec la reprise potentielle dans l'immobilier et la construction. Donc là, il y a une vraie histoire d'une société qui est très bien gérée. ID Logistique, c'est toute la thématique de la logistique internationale. Il y avait les résultats ce matin. Belle croissance, malgré, on en aurait voulu presque encore plus sur la croissance organique, mais une très belle croissance du résultat. Et c'est des chiffres, quand on voit
une croissance française, européenne assez faible. Ben voilà, quand on parle de société, on parle de croissance à 2 chiffres. C'est quand même autre chose que d'aller chercher, savoir si on va avoir 2,5 ou 2,6% de croissance. Là, on parle de croissance à 2 chiffres largement. Donc c'est pour ça qu'on s'intéresse vraiment aux histoires d'entreprise. La preuve par les chiffres. Et ces deux exemples que vous venez de citer, on citera un exemple japonais aussi, une small cap, mid cap japonaise. Ce sera dans la famille BFM Bourse. Je vous recommande de rester à l'écoute tout à l'heure. C'est un groupe qui vient de signer sa plus forte hausse en 5 ans, un fabricant de toilettes, figurez-vous. Il s'envole car ces céramiques, ces cuvettes pour dire les choses, sont de si haute qualité, de si haute technologie qu'elles peuvent servir à l'industrie des mémoires. Vous savez que les puces mémoire sont la clé pour l'intelligence artificielle. On en manque de puces mémoire. Un fabricant de toilettes japonais, vous le découvrirez tout à l'heure, perçu comme un possible fournisseur de puces mémoire, de composants de puces mémoire grâce à la très haute qualité de ces céramiques. Alors ça, pourquoi pas? Et puis en plus, le yen étant tellement bas aujourd'hui que d'investir sur le Japon, c'est pas forcément la plus mauvaise des idées qu'on puisse avoir aujourd'hui. Avec les rumeurs d'intervention en plus de la Banque centrale japonaise, pourquoi pas? Ouais. Antoine, vous voyez faire un signe de... Alors ce groupe coté à Tokyo s'appelle Toto. C'est pas une blague, Toto Limited. Voilà, on en parlera plus en détail. Oui, et puis moi je vous parlerai d'un groupe qui s'occupe de faire des additifs alimentaires qui d'un seul coup s'est retrouvé indispensable à l'industrie des semi-conducteurs. Au Japon, toujours. Une histoire de fou. Dingue, hein. La capacité d'innovation au Japon est quelque chose d'incroyable. C'est un pays qui a connu tout avant tout le monde. Les taux zéro, le vieillissement, les 200% de dette sur PIB. Ne l'oublions pas, c'est le laboratoire du monde. Donc toujours regarder ce qui se passe au Japon. Et aujourd'hui, ils sont en train de repartir en avant côté innovation. Donc ça reste toujours une zone à regarder, qu'on omet souvent dans les allocations, parce qu'il y a toujours ces problématiques de devises qui sont souvent compliquées à appréhender. Mais ça reste une zone incroyable pour les investisseurs. Alors, il y a cette mer des accords, dit Narendra Modi, l'accord entre Union européenne et Inde. Quel secteur pourrait en profiter chez nous? Alors, on pense notamment à l'automobile, à l'aviation, bien sûr. Mais quoi d'autre? Tout ce qui exporte, tous les secteurs qui sont destinés à l'exportation et qui peuvent intéresser, parce que qu'est-ce qui est intéressant en Inde? C'est la consommation. Il y a aujourd'hui, c'est 49 bébés à la minute en Inde. Donc clairement, une zone ultra intéressante en termes de la chose qui prévoit le mieux les Indiens, qui savent prévoir, c'est la consommation et la démographie. Donc aujourd'hui, investir en Inde, c'est clairement d'aller chercher l'investissement sur place et la consommation, profiter de la consommation très forte qui accélère chaque année là-bas. Donc l'accord, il est primordial aujourd'hui pour l'Europe d'aller s'intéresser à l'Inde. L'Inde cherche la technologie européenne. Il faut être très lucide. Ils ont envie d'aller plus vite, même si aujourd'hui, je crois que c'est 700 000 ingénieurs qui sortent chaque année d'école en Inde. Donc clairement, une zone extrêmement orientés vers la croissance. Ils vont avoir plus de 8% de croissance, ils visent plus de 8% de croissance cette année. Donc une zone vraiment dans laquelle, si on veut croire aux émergents, on s'intéresse à la Chine, mais on s'intéresse aussi à l'Inde aujourd'hui. Cet accord commercial qui a donc été signé, New Delhi devrait s'ouvrir à un peu plus de voitures européennes sur son marché, plus de vins européens, du chocolat aussi. Oui, puisqu'ils baissent toutes les taxes en fait. Donc c'est quand même relativement intéressant de s'intéresser à cette zone, qui est encore une fois une super zone de croissance pour nous Européens. Et du coup, alors voilà, Bruxelles espère doubler les exportations vers l'Inde grâce à cet accord commercial qui a été annoncé aujourd'hui. Beaucoup de médias en parlent très peu, alors que le Mercosur, ça on y a eu droit. Mais c'est presque aussi important que le Mercosur, ce qui a été signé avec l'Inde. Là. Parce que c'est une zone aussi très compliquée, parce que c'est une zone qui est assez décriée dans le commerce international, puisqu'on sait qu'elle est un petit peu mise de côté depuis qu'on voit l'exportation du gaz russe par le canal indien pour alimenter des zones géographiques comme l'Europe. Donc finalement, l'Inde joue un jeu qui est un peu compliqué sur l'échiquier international. Mais à la fin de la journée, quand on voit que la géopolitique est compliquée avec les États-Unis, peut-être se rapprocher d'autres zones géographiques, c'est pas forcément la plus mauvaise des idées pour l'Europe aujourd'hui. Quel secteur en bourse à long terme pour en bénéficier? Alors il y a l'automobile. Oui, tout ce qui est aéronautique, évidemment, tout ce qui fabrique, produit, qui est innovant. Par exemple, on voit les secteurs de technologie qui vont avoir de l'intérêt là-bas, parce qu'ils sont l'innovation étant très forte là-bas. Ils vont avoir besoin de semi-conducteurs, donc de nos géants européens des semi-conducteurs, c'est-à-dire ASM, ASML. Très clairement, ils vont en avoir besoin. Donc, toute grande industrie exportatrice et si possible technologique a du potentiel là-bas. Ouais. Qui gagne 2,7% aujourd'hui? ASML, que vous avez cité, qui publiera demain en plus ses résultats demain matin. Un dernier mot, vraiment rapidement, sur Capgemini, là c'est la lanterne rouge du CAC.
très forte la baisse, mais enfin quand même moins 1,8%, parce qu'il y a une controverse ESG en raison des contrats signés par Capgemini avec la police de l'immigration aux États-Unis, la fameuse police ICE qui fait tant parler là-bas. Certains contrats qui apparemment stipuleraient que il y aurait des primes. Si ICE se montrait performante, il y aurait des primes chez Capgemini parce que leur outil s'avérerait extrêmement efficace. Capgemini perd 2%. Là. On est typiquement dans la controverse. Alors, la controverse est faible, mais elle existe. Donc, comme en Europe, on est des fans d'évaluer toutes les controverses et de les lister, de voir les remplir et les donner aux régulateurs, comme quoi on a bien fait notre travail. Évidemment, les gérants, beaucoup de gérants doivent sortir de dossiers comme Capgemini pour ces raisons-là, malheureusement. Quand bien même c'est une entreprise qui est plutôt bien gérée, c'est vrai que ce pan d'activité, on préfère le faire avec les valeurs américaines qu'avec les valeurs européennes. Et là, typiquement, on est sur une controverse avec les États-Unis. Donc là, on coche les deux cases du pas avoir la valeur pour beaucoup de gérants. Donc c'est pour ça qu'elle baisse aujourd'hui. Malheureusement, c'est le genre de contrat qu'on n'a pas envie de voir aussi signé chez Capgemini. On préférait qu'ils aient une croissance un tout petit peu plus orientée sur des contrats avec des entreprises plutôt qu'avec avec des États. C'est toujours plus intéressant que... Ah bon Aujourd'hui, on préfère identifier clairement les entreprises rentables qui peuvent payer et qui auront beaucoup moins de risques géopolitiques plutôt que quand on est un contrat avec un État, ça n'a rien de scandaleux et souvent c'est des contrats de long terme. C'est pas que c'est scandaleux, mais c'est plus risqué en termes d'image et surtout quand la géopolitique est compliquée. Ah ben là on est d'accord et c'est vrai que cette police de l'immigration là en ce moment elle fait énormément parler en mal évidemment là-bas aux États-Unis. C'est même une des raisons pour laquelle cette polémique, on risque un shutdown, une raison de plus puisque républicains et démocrates ne sont pas d'accord, mais là encore moins du fait de leur opposition autour de l'utilité de cette et des vices et vertus de cette police de l'immigration là-bas. Merci beaucoup Aymeric de nous avoir accompagnés. Aymeric Guidet pour Pergame.